Édouard Dorian-Sipel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente d'abord, vous avez 38 ans, vous êtes nouveau venu à l'Assemblée nationale après avoir battu Chantal Brunel de l'UMP. Vous faites partie, on peut dire, de la nouvelle génération du Parti socialiste. On va parler de l'actualité et on va commencer par le voyage de François Hollande en Israël. L'accueil a été très chaleureux et la visite a donné lieu à des accords importants. Comment la nouvelle génération, justement, juge-t-elle ce voyage ? J'ai beaucoup apprécié ce voyage parce qu'il a été beaucoup apprécié en Israël et de tous les observateurs. C'est une visite qui a été réussie parce que le président Hollande a su poser clairement sa vision de la région, de l'avenir du processus de paix entre Israël et Palestine, et en particulier sur la question du nucléaire iranien. Je crois que c'est une bonne visite. Le président de la République a été ferme sur un certain nombre de principes: sécurité de l'État d'Israël, la création d'un État palestinien, qui ait la paix qui soit durable, et surtout la non-acceptation de la prolifération nucléaire dans la région, en particulier en Iran. Alors, Monsieur Rian-Sipel, est-ce que le président Hollande s'inscrit, selon vous, dans la continuité des autres présidents français, ou est-ce qu'il apporte une dimension nouvelle à la relation entre la France et Israël ? Je crois qu'il y a à la fois de la continuité, une dimension nouvelle, avec une clarté absolue sur la suite des événements dans la région, et en particulier pour la paix entre Israël et Palestine. Je crois qu'il a été extrêmement ferme sur la question du nucléaire iranien, parce que la question de la prolifération dont il a pleinement conscience est une question qui ne peut pas être acceptable. Elle menace pas simplement la sécurité d'Israël, pas simplement la sécurité des autres États au Moyen-Orient, mais celle du monde entier. Donc la fermeté sur la question du nucléaire iranien est un point fondamental, et la position qu'il prend, comme il a dit lui-même, ami d'Israël, est une position très ferme, qui peut sortir aussi d'une certaine ambiguïté qui a pu exister dans le passé, dans une politique traditionnelle étrangère, on peut le dire, pro-arabe. Donc je crois que là, pour le coup, il y a un équilibre et une clarification extrêmement forte qui me paraissent nécessaires pour atteindre les objectifs que la France veut et que le président de la République, François Hollande, veut, c'est-à-dire la paix, une paix définitive en Israël et en Palestine. Alors, on va parler naturellement de l'Iran et de cet accord qui vient d'être passé à Genève. Mais un mot encore sur les relations bilatérales, sur la francophonie. Le président a rappelé que plus de 100 000 Français vivaient en Israël, et peut-être entre 3 et 5 fois plus de francophones. J'étais dans le voyage et on a entendu Madame Yamina Benguigui dire qu'elle espérait que le prochain sommet de la francophonie se tiendrait à Jérusalem, mais auparavant, il faudrait qu'Israël entre dans la francophonie. Est-ce qu'Israël va entrer dans la francophonie ? Je l'espère, ce serait une excellente nouvelle, et les chiffres que vous donnez de la présence de Français en Israël ou de francophones en Israël est un véritable atout. Je crois qu'en dehors de la question de la sécurité, des enjeux géopolitiques avec Israël et le reste du Moyen-Orient, je crois que la France doit développer des relations beaucoup plus fortes avec Israël. Nous avons beaucoup d'intérêts communs sur le plan économique à rechercher. D'ailleurs, du voyage présidentiel, il y avait aussi une délégation économique avec le ministre Pierre Moscovici. Sur le plan scientifique, Israël est en pointe sur un certain nombre de domaines, dans des domaines de nouvelles technologies. Nous avons tout intérêt à développer, je crois, ces aspects économiques, ces aspects scientifiques, de relations fortes, parce que c'est par là que nous allons aussi renforcer nos relations dans le long terme avec Israël. C'est un atout majeur d'avoir beaucoup de Français sur place. Oui, enfin, c'est pas facile d'entrer dans la francophonie parce que tous les États membres de la francophonie doivent voter à l'unanimité l'entrée d'un nouveau pays. Alors, on sait bien, par exemple, que le Liban va dire non. Alors, tout ça, c'est pas un petit peu des promesses qui n'ont pas de concrétisation possible ? Il faut toujours rechercher ce qui paraît dans un premier temps impossible. Et peut-être que le fait qu'Israël rentre dans la francophonie, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut participer de la recherche de la paix, de nouvelles relations entre tout le monde. Si la francophonie peut participer de la tolérance, de la recherche de la paix, avec précisément ceux qui peuvent se méfier aujourd'hui entre eux, eh bien je dis que c'est très bien que la francophonie continue et qu'elle aide justement à de nouvelles relations entre tout le monde, entre tous ceux qui partagent une langue commune.
Alors sur l'Iran, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères en Israël ont dit qu'ils le tiendraient jusqu'au bout et qu'ils allaient assurer que l'accord justement garantira que Téhéran ne dispose pas d'un arsenal nucléaire. Est-ce que ce matin, c'est le constat d'un échec ? Je crois qu'il y a un premier accord intérimaire qui satisfait un peu tous les acteurs. C'est un premier pas important. C'est ainsi que l'Élysée le qualifie. Il faut rechercher cet accord. Il faut rester ferme sur les principes. Pas de nucléaire militaire pour l'Iran. Pas de bombe nucléaire pour l'Iran. Aucune façon pour aller dans le sens de la prolifération nucléaire. Et si cet accord permet d'avancer dans ce sens, c'est une bonne chose. Il faut rester vigilant. Je crois que la position de la France, c'est celle-là. C'est un accord intérimaire. C'est un premier pas important. Mais il faut rester absolument vigilant sur les principes, c'est-à-dire non-acquisition de l'arme nucléaire militaire et continuer d'avancer parce qu'il faut sortir de cette impasse. Il en va de l'intérêt de tout le monde. Monsieur Riancipel, comme vous disiez, tout le monde se félicite aujourd'hui de cet accord qui n'en est pas vraiment un. Pour l'instant, c'est un accord intérimaire pour 6 mois. Après, on verra. Enfin, tout le monde, presque tout le monde, sauf Israël, qui a dit, je crois, par la voix de monsieur Netanyahou, que c'est la plus grande victoire diplomatique de l'Iran. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes d'Israël ce matin ? Je comprends parfaitement les inquiétudes d'Israël. Elles sont aussi légitimes. Parce que si l'Iran acquiert la bombe nucléaire, ça change complètement le rapport de force dans la région, avec tout le monde. Et d'abord avec Israël, bien entendu. Donc il faut rassurer Israël, il faut rassurer tout le monde, mais je ne crois pas que dans l'accord intérimaire, on cherche à mettre en danger quoi que ce soit, puisque je vous le dis, la France n'acceptera jamais un accord dans lequel il est permis d'une manière ou d'une autre à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. La France sera déterminée sur cette question. Le président Hollande l'a suffisamment démontré au cours des dernières semaines et il n'y a pas de raison de changer de point de vue sur ce point-là. Je crois après qu'il y a un jeu aussi, il y a des discours, il y a de la rhétorique et il ne faut pas que tout le monde soit piégé non plus par une rhétorique de la surenchère. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, qu'on pose les principes. Personne ici en France, et pas du tout le président Hollande en première ligne, n'acceptera un accord bradé qui mette à la fois Israël dans l'insécurité et qui permette à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Je le répète, pas de prolifération nucléaire sur le plan militaire. Oui à un accord qui permette au nucléaire civil, mais de manière tout à fait surveillée pour l'Iran, d'être mis en place. La France sera en première ligne sur ce sujet-là pour rappeler des principes. Alors, pendant que le président était en Israël, avec Pierre Moscovici avec lui, Jean-Marc Ayrault prenait tout le monde de court en annonçant la remise à plat de la fiscalité. Est-ce que c'est un coup d'éclat ou est-ce que c'est véritablement un changement de politique économique ? Si c'était un coup d'éclat, tout le monde serait déçu très très vite. Et donc, ce serait un risque énorme que personne n'a envie de prendre. Je crois que le Premier ministre a dit des choses justes, avec force. La nécessité de revoir notre système fiscal, de le remettre à plat pour reprendre ces termes, pour une raison simple. Il n'y a pas assez de lisibilité. Il n'y a pas assez de progressivité dans l'impôt et il n'y a pas non plus suffisamment de justice. Je crois que c'est ces 3 objectifs-là que nous recherchons à faire. Il faut, depuis maintenant de très nombreuses années, les choses se succèdent les unes aux autres, elles se stratifient, elles manquent de lisibilité. On voit d'ailleurs un certain nombre d'inquiétudes chez les Français ou des questions, des interrogations, on voit même quelques manifestations. Et aujourd'hui, la responsabilité du pouvoir, c'est d'essayer de réconcilier les Français avec l'impôt. De dire, très bien, remettons tout ça à plat. À quoi voulons-nous arriver ? Pourquoi demandons-nous des impôts ? Dans quels objectifs ? Et quel est le contrat social, d'une certaine manière, entre les Français et l'État sur cette question-là ? Une remise à plat, c'est tout simplement la volonté de mettre de la lisibilité pour que chacun comprenne ce qu'il paye et pourquoi. Donner de la progressivité, c'est-à-dire d'atteindre la justice. Aujourd'hui, ce qui est redoutable dans l'appareil fiscal français, qui s'est stratifié au cours de ces dernières années et de ces dernières décennies, c'est que l'impôt n'est plus suffisamment progressif, il n'est plus suffisamment redistributif. Et donc, il faut atteindre cet objectif de lisibilité si on veut réconcilier les Français avec l'impôt, pour dire les choses d'une manière vite, et il faut aussi donner de la justice. C'est ça qu'aujourd'hui nous recherchons. Ça suppose une remise à plat, une discussion avec tous les partenaires sociaux,
patronat comme syndicat. Et je pense que c'est important de faire cela. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Le Premier ministre, en dehors de ce coup d'éclat qu'on lui reproche, je crois surtout qu'il a le courage d'attaquer quelque chose qu'aucun gouvernement n'avait vraiment le courage d'attaquer ces dernières années. Donc c'est du courage, ce n'est pas facile, c'est une remise à plat pour rendre les choses plus claires et plus justes. Je crois que c'est une bonne chose et je suis heureux qu'on s'y attaque enfin. Alors, courage, vous le dites vous-même, mais tout de même, c'est pas un petit peu étonnant que le Premier ministre il ait pris une telle décision sans consulter d'abord en amont le président de la République, ni les deux ministres, Pierre Moscovici, les deux ministres de Bercy, Pierre Moscovici et M. Cazeneuve. Vous trouvez pas ça un petit peu étonnant ? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des semaines, on disait que le Premier ministre ne servait à rien, qu'il n'avait pas sa place, qu'il n'avait pas d'autorité sur ses ministres, qu'il ne faisait que répéter ce que le président de la République... Donc les commentaires vont dans tous les sens. Aujourd'hui, on observe qu'il y a un Premier ministre. C'est peut-être une nouveauté en France depuis 5 années où Nicolas Sarkozy a gouverné avec un collaborateur à Matignon. Alors oui, ça change. Il y a un Premier ministre qui est capable de prendre des décisions. Et je le dis de la manière plus simple, ne vous inquiétez pas des relations entre le président de la République et le Premier ministre. Je crois qu'elles sont suffisamment solides, de confiance pour avancer dans le bon sens. Je ne doute pas un seul instant sur l'accord du président de la République. Il a dit juste après, ce qui change aujourd'hui, c'est le respect du président de la République qui veut un vrai Premier ministre et pas un simple collaborateur à Matignon. Donc le Premier ministre a joué sa propre carte, parce que peut-être qu'il avait peur d'être remplacé. C'est vrai qu'il y avait plein de bruit ces derniers temps. Plusieurs personnalités étant d'ailleurs sur la liste, sur la ligne de départ. C'est ça, il a voulu jouer sa première place, dire attention, moi je suis là pour rester. Et il n'est pas question, ceux qui sont sur la première ligne, là, qui se poussent un petit peu. C'est ça qu'il a voulu nous dire en fait. Je crois que ça change, en effet, d'avoir un Premier ministre qui ne pense pas à sa petite personne, qui cherche davantage à penser à ce qu'il peut faire d'utile pour le pays. Je crois que quand il dit qu'il veut remettre à plat la fiscalité, ce n'est pas pour se remettre lui-même dans le jeu. C'est pour remettre dans le jeu un problème majeur, l'absence de lisibilité aujourd'hui pour les Français en matière fiscale et l'absence de justice en matière fiscale. Donc est-ce qu'on peut créer un nouveau contrat là-dessus qui rassemble tous les Français, qui met tout le monde d'accord? Ça dépasse la petite personne de Jean-Marc Ayrault, si vous me le permettez, et ça dépasse les petits jeux personnels au sein du gouvernement où, de toute façon, c'est un seul homme qui décide, le président de la République. Donc je crois là-dessus que tous les commentaires, franchement, sont inutiles. Ça peut peut-être amuser les commentateurs et ça peut être utile dans le commentaire politique. Ce qui compte, ce sont les objectifs qu'on cherche à atteindre. Parce que si c'était simplement une façon un peu artificielle de se remettre dans le jeu, sans qu'on fasse véritablement la réforme derrière, ça décevra beaucoup de monde. Mais le Premier ministre a beaucoup conscience de ça. Donc je crois qu'il est au travail pour faire ce qu'il dit, parce que c'est la seule chose qui compte. Oui, mais enfin, vous dites les petits jeux, mais il y a en plus du tirage entre le Premier ministre et entre Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici autour de nomination à la direction de Bercy, ça donne quand même une impression de désordre à l'intérieur du gouvernement. Eh bien, attendons les noms qui seront donnés. Ils ont le droit de discuter. Et maintenant, si les discussions, elles fuitent, ça, ce n'est pas de ma responsabilité, ni de les commenter, ni de les prendre comme une vérité absolue. Ce qui compte, ce sont les décisions. Je suis heureux qu'on ait enfin changer la direction du Trésor et la direction du budget. Il était temps qu'on puisse mettre des personnalités qui fassent effectivement le travail que le gouvernement veut qu'ils fassent. Alors on a Pierre Moscovici qui nous dit, enfin il l'a dit hier en tous les cas, que la France était sur la voie du redressement. Le président Hollande qui répète qu'il va inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Beaucoup de Français ont quand même l'impression qu'il s'agit de vœux pieux. Je ne le crois pas. Se donner des objectifs, c'est important. Il faut lutter contre le chômage qui gangrène le pays depuis trop longtemps. Nous avons déjà commencé à obtenir des objectifs, le chômage des jeunes, et personne ne se félicite suffisamment. Il y en a assez quand même uniquement d'annoncer des mauvaises nouvelles. Quand on a des bonnes nouvelles, comme le chômage des jeunes qui baisse depuis 5 mois consécutifs, on a le droit de l'exprimer aussi fort que les autres nouvelles qui peuvent paraître moins bonnes. Il faut s'appuyer sur ces bonnes nouvelles, comme la baisse du chômage des jeunes, le déficit public qui baisse depuis que nous sommes là, la rentrée scolaire
et l'éducation qui se portent mieux depuis les réformes Peillon et les nouveaux moyens qui lui sont accordés. Enfin, le pays C'est ne pas va tout pas... ce que tout le monde pense ben, sur la réforme de M. Peillon concernant le rythme scolaire notamment. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, où 80% des maires qui ont appliqué la réforme des C'est-à-dire rythmes 20% scolaires, d'entre eux. oui, mais ça veut dire 4000 maires surtout, sont heureux et satisfaits des débuts de la réforme. Moi-même, dans ma propre commune à Torcy, nous avons fait la réforme depuis la rentrée 2013. Ça se passe bien. Il y a bien entendu des ajustements, aussi bien en maternelle que pour la primaire. Nous sommes en train de les faire pour améliorer les choses, mais tout le monde est plutôt satisfait. Alors, vous êtes le plus brésilien des députés français, puisque vous êtes né à Porto Alegre, ce qui vous a valu d'ailleurs une réflexion de Bruno Gollnisch sur les Français de fraîche date. Vous avez, paraît-il, porté plainte. Vous avez porté plainte contre Gollnisch ou contre le Front National ? J'ai déposé plainte contre M. Gollnisch pour injure à caractère racial. Et où s'en est ? C'est entre les mains de la justice, donc j'attends que la justice donne maintenant son avis et que le processus se continue. Alors, je voudrais revenir à votre parti, Jean-Christophe Cambadélis, qui aurait bien aimé prendre la tête du parti, mais on a vu que c'était M. Harlem Désir qui était devenu le premier secrétaire. Donc, M. Cambadélis, il dit qu'il veut un débat au Parti socialiste après les européennes. Lui aussi, d'une certaine façon, il rêve, il pense qu'il faut remettre les choses à plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça va mal dans votre parti? Le Parti socialiste a davantage besoin d'être dans l'action que dans des débats interminables. C'est ça qui compte aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec M. Jean-Christophe Cambadélis quand il propose un débat après les européennes? De toute façon, il y a toujours des débats au Parti socialiste. C'est un parti qui ne peut pas vivre sans débat. Parce que pourquoi nous il avons dit ça des organisations tout à fait démocratiques. On a un bureau national, c'est-à-dire le bureau politique, qui se réunit tous les mardis soirs avec toutes les sensibilités du parti, avec Harlem Désir, bien entendu, qui le préside, Jean-Christophe Cambadélis et bien d'autres. Si, je crois que de toute façon, il y aura des débats. Vous savez, après des élections, il y a toujours des débats, que ce soit au Parti socialiste ou ailleurs. Après les municipales, nous en aurons. Après les européennes, nous en aurons naturellement. C'est-à-dire, on va analyser la situation politique à la suite des élections. Mais je crois aujourd'hui que le Parti socialiste doit être davantage mobilisé dans l'action, à la fois pour défendre et soutenir le gouvernement, pour mobiliser la société civile. Parce que le Parti socialiste, c'est un effort que nous devons faire, et nous les faisons depuis que nous sommes là avec Harlem Désir, c'est d'être en contact avec la société civile. On voit bien comment il y a un bloc droitier qui, en s'inspirant souvent de ce que font d'autres aux États-Unis, par exemple, le Tea Party mobilise aujourd'hui une partie de la France. Le Parti socialiste doit être au cœur de la société française. Il ne doit pas être uniquement dans des débats entre nous. Mobiliser les citoyens, comme vous dites, puisque vous dites que la droite le fait. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les mobiliser? Eh bien, hier, vous avez vu que nous avons eu un grand forum qui a permis d'ailleurs à Harlem Désir de surtout taper sur la droite, parce que je bien lis, entendu. La plus réactionnaire du monde, une droite anti-lumière. Bon, taper sur la droite, c'est une chose, mais en quoi ça vous rapproche des citoyens de taper sur la droite? C'est ce que nous avons simplement retenu peut-être dans la presse, mais vous aviez des tas d'intellectuels, de chercheurs qui venaient discuter et débattre avec le public sur la question du progrès face aux idéologies du déclin. J'en ai assez de tous ceux qui veulent que la France décline ou qui ne voient que le déclin en France. Je crois que la génération à laquelle j'appartiens a beaucoup à faire, que ce soit en politique, au Parti socialiste, que ce soit chez les entrepreneurs, que ce soit chez les intellectuels. Les gens de ma génération qui ne sont pas encore quadragénaires, nous voulons que la France, elle avance. On n'a pas envie d'abandonner notre modèle français. On n'a pas envie de tomber dans le néolibéralisme. On n'a pas envie de abandonner la France que nous aimons, mais en même temps, nous avons envie que la France, elle change. Et je trouve que la France n'innove pas assez. Il faut qu'on donne suffisamment de force à la France pour qu'elle se réinvente elle-même et qu'elle soit forte au XXIe siècle face à un monde dans lequel vous avez des acteurs qui sont extrêmement puissants. Vous avez bien entendu les Américains, vous avez un nouvel acteur qui est la Chine, vous avez des émergents comme le Brésil que vous citiez tout à l'heure, vous avez l'Inde, vous avez l'Afrique du Sud. Et dans ce jeu-là, quelle place aura la France? Est-ce que nous devons abandonner ce que nous sommes?
au XXIe siècle pour être compétitif et réussir, ou alors est-ce qu'on peut se réinventer en gardant notre modèle? Je crois que cette deuxième option, c'est celle qui me va. En revanche, je trouve qu'on n'innove pas assez, qu'on ne prend pas assez de risques, qu'on reste trop sur nos conservatismes Est-ce que vous êtes contre le d'antan. principe de précaution, par exemple? Non, je trouve que le principe de précaution peut être un bon principe s'il est Mais il empêche intelligemment... l'innovation, enfin, c'est ce que ça certains dépend, disent en tous les ça cas. dépend, pas du tout. Il n'empêche pas l'innovation dans le domaine énergétique, par exemple. Si on va rechercher les nouvelles énergies renouvelables et si on cherche à les assimiler et à les joindre, par exemple, avec les nouvelles technologies de l'information pour permettre de consommer moins d'énergie, pour permettre de développer des énergies moins polluantes, je pense que sur ce terrain-là, nous avons beaucoup à faire, même les grands groupes. Et j'en ai assez aussi d'un certain patronat qui se plaint tout le temps uniquement en tapant sur, en demandant la baisse des charges. Pourquoi le patronat ne prend pas des initiatives pour investir davantage? Je prends par exemple l'exemple d'un certain nombre d'entreprises, disons en Bretagne, dans l'agroalimentaire, où un certain nombre de patrons n'ont pas cessé de bénéficier des subventions européennes, mais qui n'ont jamais mis un seul sou pour moderniser leur appareil productif, pour être plus qualitatif. Ils n'ont joué que dans le quantitatif pour exporter un poulet à bas prix pour d'autres pays. Donc les bonnets rouges, vous, ça vous convient pas? Je trouve, c'est pas que ça me convient pas, je suis très attentif à ceux qui descendent dans la rue pour dire un certain nombre de choses, mais je ne m'abstiens absolument pas de dénoncer un certain nombre d'incohérences, voire de mauvaise foi. Et quand un patron a reçu énormément de subventions européennes, mais qui n'a pas pris le soin de moderniser au cours des 10 dernières années son appareil productif, son entreprise, pour être plus compétitif, je dis au patronat, prenez d'abord vos responsabilités, parce que nous avons aussi besoin que vous preniez vos responsabilités pour avancer. Alors, Christiane Taubira a été élue femme de l'année par le magazine Elle, au moment même où Minute faisait sa fameuse couverture qui a choqué tout le monde. Est-ce que cette couverture, c'est plus grave que la petite fille de 11 ans qui insulte Madame Taubira ou la candidate du FN qui met une photo de singe sur son compte Facebook? Minute crie à la censure. Est-ce qu'on a raison de censurer de telles couvertures? Oui, je pense que toute la force du droit, que toute la force de la République doit permettre d'interdire ce type de couverture ignoble que produit ce journal, dont je ne veux même pas nommer aujourd'hui ce matin. Alors le journal dont il ne faut pas nommer le nom, il n'a pas été censuré. Vous seriez, vous, pour la censure? Je suis pour que toute la force du droit permette éventuellement de retirer des ventes ce journal. Celui-ci, qui a mis en couverture, doit-on le rappeler, mais lisons les termes, maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. On est en train de dire d'une ministre de la République, garde des Sceaux, que c'est un macaque, qu'elle est maligne comme un macaque, maligne avec G-N-E, c'est-à-dire ce qui est malin, ce qui est mauvais. Et on l'assimile avec une banane qu'elle ferait bien de manger plutôt que de s'occuper de justice. Mais est-ce qu'on a le droit d'accepter ce type de propos? Vous savez, j'ai reçu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un certain nombre d'attaques de l'extrême droite venant de M. Gollnisch, qui est un fidèle du Front National et de l'extrême droite française. Vous savez quel est le premier effet d'une attaque raciste publique? C'est de déclencher, de libérer la parole raciste. J'ai reçu des croix gammées à l'Assemblée nationale. J'ai reçu des lettres faisant l'apologie de Hitler, disant qu'il y en avait assez des Roms, des nègres et de je ne sais quoi d'autre. C'est ça, aujourd'hui, que suscite cette couverture de Minute. Elle déclenche encore plus de paroles racistes. Et je suis très heureux, et je trouve que c'est un pied de nez, on va dire, c'est le retournement de l'affaire. Grâce, et je mets des guillemets, à ces racistes, grâce à ces couvertures de Minute, Madame Taubira est devenue la femme de l'année. Quel plus beau symbole. Je trouve que la justice est faite, et tant pis pour tous ceux qui veulent dénigrer une grande femme de la République qui fait son travail et qu'on ne peut pas réduire uniquement à sa couleur de peau avec des propos totalement indécents. Et vous êtes d'accord quand quelqu'un comme Christine Angot dit la France, 50% de racistes contre 50% qui ne le seraient pas? Vous êtes d'accord là-dessus? Non, je ne crois pas que la France soit un pays raciste. Ce n'est pas vrai.
Parce que si la France était un pays raciste, jamais je n'aurais pu devenir français et encore moins député de la République française. Donc la France, elle a toujours connu du racisme. Je pense qu'il est minoritaire et très minoritaire dans ce pays. L'extrême droite, elle a toujours existé. Il y a toujours eu aussi de l'antisémitisme depuis longtemps. Il y a toujours eu de la xénophobie. Et tantôt, ces vagues racistes, antisémites montent plus ou moins en fonction de l'époque dans laquelle nous sommes. Mais c'est lorsque la République est faible que le racisme monte. Mais lorsque la République s'affirme et ne laisse rien passer, ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan éthique et moral, que l'on combat et que l'on réduit le racisme à néant ou qu'on arrive à le faire taire. Il y a des gens qui le sont, mais nous devons être forts. C'est la raison pour laquelle je dis que nous ne devons jamais reculer face à de tels actes. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, je ne me suis pas simplement contenté de combattre politiquement les propos que M. Gollnisch m'avait adressés et que je l'ai mis devant la justice. Alors, on a vu qu'une femme politique française s'était distinguée ces derniers jours. Il s'agit de Christine Boutin, qui a été en Iran et qui, là-bas, a dit que le président Hollande, ou en tous les cas, elle a laissé entendre que le président Hollande ferait mieux de partir. Et comment vous réagissez face à cela ? J'observe que Mme Boutin a décidé de quitter la vie politique, mais je ne savais pas qu'elle avait décidé de rejoindre le cirque pour devenir clown. Je crois qu'il est temps qu'elle s'arrête. Alors nous terminons cette émission comme c'est de tradition sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet ? Quel est le livre que vous lisez en ce moment ? Alors moi je lis toujours plusieurs livres en même temps selon les moments de la journée. Alors je termine là en ce moment, mais je suis vraiment à la fin, une biographie de Clémenceau par Michel Vinocq qui est excellente et que je recommande à tout le monde. Je lis aussi, je suis en train de dévorer à la lettre un livre qui est épuisé, celui de Gérard Collé qui avait été travaillé avec François Mitterrand à l'Élysée pour, je mets des guillemets sur sa communication, qui s'appelle Le Conseiller du Prince. Ce livre est formidable, il devrait vraiment être relu et réédité aujourd'hui. Savez-vous qu'il coûtait, je crois, à l'époque autour de 20 €. Aujourd'hui, étant épuisé, vous l'achetez sur les sites internet à plus de 200 €. Donc ça montre un peu l'appétit que l'on a pour ce livre, Le Conseiller du Prince de Gérard Collé. Et puis je lis surtout un petit livre de Walter Benjamin, que j'ai avec moi d'ailleurs, qui s'appelle Sur le concept d'histoire, qui est un texte qui a été écrit en 1940, juste avant que Walter Benjamin ne se suicide, et qui sont un certain nombre... Au Brésil, d'ailleurs. Au Brésil. Non, pardon, vous confondez avec Zweig. Non, vous... Ah oui, d'accord. Lui, il a échappé... Stéphane Zweig, Oui, en France, oui. Il a échappé... À Port-Bou. Oui, il a échappé aux nazis et en se jetant, je crois, sur des escaliers, mais c'est un très grand philosophe allemand, d'origine juive, et qui écrit ce texte, justement, c'est un certain nombre d'aphorismes. Il y a un texte magnifique aussi qui a joint à cette édition, qui est Paris, capitale du 19e siècle. Et ce texte sur l'histoire est très intéressant parce que sur le concept d'histoire, c'est une suite d'aphorismes sur lequel Walter Benjamin s'interroge sur le passé et comment est-ce qu'on peut retrouver le passé, ou plus exactement, comme l'on dit, peut-on sauver le passé ? Je trouve que c'est un texte qui a beaucoup de résonance sauver le passé pour aujourd'hui. avancer. Voilà, je crois que la France aujourd'hui, c'est intéressant. Je suis quelqu'un je suis un progressiste, je suis de gauche. Je crois que notre passé contient de merveilles et on ne peut pas en revanche avancer en France simplement en s'arrêtant sur le passé. Et souvent, quand la France veut avancer, elle se bloque 10, 20, 30, 50 ans en arrière. On ne peut pas avancer Il faut non plus se sans saisir. connaître, sans avoir compris le passé. Il faut connaître son passé pour mieux se réinventer dans son avenir. Eduardo Rian-Sipel, député de Seine-et-Marne, conseiller municipal de Torcy et porte-parole du Parti socialiste. Merci d'avoir été l'invité ce matin du Grand Entretien.